Je vous retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel de jeu de Noël. Encore une fois, tout est en description. Si vraiment vous avez des problèmes et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'irai faire un petit tour. J'espère que vous avez pu faire une petite pause parce que c'est parti, on se remet au boulot. La dernière fois, on a fait les contrôles du personnage, on a réussi à faire spawner les cadeaux et les bonbons, et on a fait en sorte que quand le personnage collisionne avec eux, les cadeaux et les bonbons disparaissent. Maintenant, reste à enrichir tout ça pour que ça devienne réellement un jeu. On va faire un petit test. Vous voyez, normalement, si j'entre en collision avec le cadeau, hop, il disparaît. Et c'est pareil pour le sucre d'orge. Mais là, on n'a aucune récompense, on fait que détruire des trucs sans que ça ait de réel impact. Ce qui serait cool, ça serait de faire un système de scoring. Retournons dans Construct 2 et travaillons sur une petite interface. Pour bien faire les choses, créons un nouveau layer qui va s'appeler, je vous le donne en mille, interface. Et sur ce layer d'interface, nous allons ajouter un nouveau type d'objet en faisant clic droit, insert new objet, qui s'appelle texte. Ça va donc être une boîte de texte. Donc, customisez ça comme vous voulez. Moi, je vais lui donner une jolie couleur. Voilà, hein. Tout se fait dans les propriétés, comme d'habitude. Choisissez la taille de la police qui vous plaît. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. On va mettre notre boîte de texte qui sera pour le score, donc ici, en haut à droite. N'hésitez pas à laisser beaucoup d'espace vide, parce que si jamais votre texte sort de la boîte, eh bien il ne va pas s'afficher. Donc des fois vous pouvez croire que votre boîte bug et que vous avez mal fait quelque chose parce qu'il n'y a rien d'affiché à l'écran, mais parfois c'est juste que le texte est trop long, du coup, hop, c'est effacé. Et surtout avec les boîtes de texte, renommez bien. Moi je vais l'appeler score, mais là, c'est vraiment que du cosmétique. Ce qui serait bien, c'est que on ait un réel score qui s'affiche et qui se met en place quand on ramasse nos cadeaux. On va donc se rediriger vers notre event sheet et nous allons créer ce qu'on appelle une variable. La variable va être là pour compter les points de notre score. Pour ce faire, faites un clic droit sur votre event sheet et vous allez choisir Add Global Variable. Alors une global variable, c'est une variable qui s'applique sur tout le jeu. C'est pas un truc localisé, c'est vraiment propre à tout le jeu. Donc on veut, nous, une variable numérique, hein, puisque c'est un score, et nous allons l'appeler score. Nous avons donc une variable score qui, par défaut, est à 0. Ce qui serait bien, nous, c'est qu'à chaque fois qu'on détruit un objet, ce score augmente. On va donc rajouter une action à la suite du cadeau destroy. On va aller dans système, puisque c'est là que sont stockées les variables, et on va prendre l'action add to. On a bien notre variable score de sélectionner ici, et là on va déterminer la valeur qu'on veut ajouter au score à chaque fois qu'on va ramasser un cadeau. Moi je pense que 200 c'est pas mal. On va faire la même chose, petit copier-coller pour le bonbon, et je vais juste mettre que les bonbons ça vaut moins cher, donc petit score de 100, c'est bien. Donc théoriquement, là, quand on va ramasser des cadeaux et des bonbons, notre score va augmenter. Mais on va pas le voir, notre boîte de texte va pas se mettre à jour automatiquement. Eh bien on va remédier à cela en ajoutant un nouvel événement dans Système, et on va choisir une condition qui s'appelle Every Tick. Every Tick, ça va être à chaque fois que l'ordinateur calcule, c'est-à-dire pratiquement on va dire toutes les frames, il va checker notre score pour l'afficher. Et là on va faire en sorte qu'il s'affiche bien en ajoutant comme action une action qui concerne donc le texte. On va lui demander à notre boîte de texte de set text, donc afficher un texte qui correspond à ce qu'on veut. Donc ce qui va être écrit entre les parenthèses, c'est du texte en dur. C'est-à-dire que je vais marquer par exemple score, espace, 2 points, espace. Ça sera écrit tout le temps, ça changera pas. Il y aura toujours écrit score. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait le score qui se mette à jour. Donc on va utiliser le petit signe « et », qui est une sorte de plus en gros, et on va lui demander d'afficher notre variable en temps réel. Si vous commencez à taper score, il devrait s'afficher ici, vous voyez avec la petite planète, c'est ce qu'on cherche, la variable score. Donc vous voyez, là ce qu'on a écrit, en gros, c'est que every tick, c'est-à-dire toutes les frames, la boîte de texte, tu vas faire attention à toujours m'afficher score écrit en toutes lettres, plus la valeur numérique de ma variable score. On valide, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre tout en haut. Je vous rappelle encore une fois, hein, il check tout dans l'ordre construct. Donc quand vous avez quelque chose qui doit être vérifié à toutes les frames, c'est mieux de le mettre tout en haut. Voyons voir ce que ça donne maintenant. On a bien score qui s'affiche, et on va voir s'il se met à jour. Ah, ça a l'air de bien marcher. On commence à avoir quelque chose.
Mais là, techniquement, on peut ramasser des cadeaux jusqu'à la fin des temps. On n'a pas de condition de défaite. Ça pourrait être intéressant d'en rajouter une. Ce que j'ai pensé comme condition de défaite, ça serait que si on a laissé tomber beaucoup trop de cadeaux dans la neige, eh bien le jeu nous dit simplement Game Over. Et pour cela, il faut pouvoir détecter quand les cadeaux tombent dans la neige. Alors on va ajouter un nouveau sprite qui va nous servir de trigger. Comme pour les points de spawn, ça peut prendre n'importe quelle apparence puisqu'après il sera invisible. Donc un trigger, comment ça fonctionne? En gros, c'est une zone qu'on va placer dans notre layout et on va dire que quand nos objets rentrent en collision avec cette zone, ils vont disparaître. Un trigger, c'est une sorte d'interrupteur en fait. Voici, nous avons placé notre zone de trigger. Maintenant, dans le code, on va demander à ce que les cadeaux disparaissent quand ils entrent en contact avec le trigger, et qu'on puisse les compter pour dire que par exemple quand on arrive à 10 cadeaux perdus, on déclenche la fin du jeu. C'est parti, retournons donc dans notre event sheet, et là on va ajouter un événement qui correspond à notre trigger. Comme pour le player, on va utiliser la condition on collision with another object, on va choisir le cadeau et le bonbon, et on va demander comme action de les détruire quand ils entrent en contact avec la zone. Même chose pour le bonbon. Mais c'est pas suffisant, il va falloir qu'on puisse les compter. Il va donc falloir ajouter une nouvelle global variable. On répète la procédure, et cette fois-ci, on va l'appeler cadeau perdu. Encore une fois, c'est une variable numérique qui est initialement mise à 0. On va donc dire à construct que quand on détruit un cadeau parce qu'il est rentré en collision avec la zone de trigger, on va rajouter un cadeau perdu au compteur. On ajoute donc une action dans système comme tout à l'heure, add to, et ici on va rajouter 1 à la global variable cadeau perdu. Même chose pour le bonbon. Et ce qui serait bien, comme pour le score, c'est d'avoir quelque chose de visuel pour que le joueur puisse garder un petit peu le compte pendant qu'il joue. On va donc rajouter une nouvelle boîte de texte. Voilà, une fois qu'on a rajouté notre nouvelle boîte de texte, comme pour le score, on va demander à construct de vérifier every tick où en est notre compteur. Donc on va ajouter une action dans la boîte de texte cadeau perdu, on reprend l'action setText, et ici, plutôt que score, on va marquer cadeau perdu, espace de point, espace, notre petit signe et là, eh bien on va chercher la variable cadeau perdu qui devrait apparaître quand vous commencez à l'écrire, voici, avec la petite planète verte. Paf! On va pouvoir tester si ça fonctionne. Vous voyez, ça s'affiche bien à l'écran. Voyons voir ce qui se passe quand les cadeaux touchent le trigger. Oui, vous voyez, ça s'incrémente bien. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte qu'une fois qu'on atteint le nombre de 10 cadeaux perdus, la partie s'arrête. Ce qui serait bien, c'est que les cadeaux arrêtent de spawner et qu'un petit Game Over s'affiche sur l'écran. On va commencer par le Game Over puisque c'est plus simple. On répète l'action de mettre une boîte de texte sur le layout. Et contrairement à tout à l'heure, on va pouvoir faire quelque chose de différent. Ici dans les propriétés, vous avez un petit truc qui s'appelle texte. Ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez qui apparaisse dans votre boîte de texte. Nous, on va mettre Game Over. C'est pas un texte qu'on va avoir à mettre à jour, c'est juste quelque chose qu'on va rendre invisible pendant toute la partie du jeu et qui va devenir visible quand on aura atteint les 10 cadeaux perdus. Ce que vous allez faire, dans les propriétés, c'est que vous allez sélectionner Initial Visibility, vous allez le passer en invisible, et voyez, quand on lance le jeu, il n'apparaît pas à l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Construct de faire apparaître ce joli texte Game Over une fois qu'on a perdu 10 cadeaux. On va donc créer un nouvel événement, nous allons aller dans Système, et nous allons choisir la condition Compare Variable. On va lui demander de regarder si la condition cadeau perdu est supérieure ou égale à 10. Et si c'est le cas, on va aller choisir notre boîte de texte Game Over et nous allons la rendre visible avec l'action qui se trouve dans Apparence qui s'appelle Set Visible. Et on va choisir ici, et Visible. Faisons un petit test. Vous voyez, ça fonctionne. Une fois qu'on arrive à plus de 10 cadeaux perdus, Game Over s'affiche. Reste à voir comment on peut faire pour que les cadeaux arrêtent de spawner du ciel. On va donc influencer sur la condition qui nous fait faire apparaître les cadeaux. Ici, les seules restrictions, c'est toutes les 2 secondes, on en fait apparaître un. On a juste à lui rajouter toutes les 2 secondes, si et seulement si le nombre de cadeaux perdus est inférieur à 10. On va donc cliquer ici et ajouter une nouvelle condition. Et comme condition, on va aller chercher dans Système, Compare Variable, comme tout à l'heure, et on va lui demander de vérifier cette fois-ci si le nombre de cadeaux perdus est inférieur à 10. On va le mettre tout en haut,
puisqu'il faut encore une fois mettre les actions dans l'ordre, et normalement, il ne devrait plus spawner de cadeaux une fois que notre game over est affiché. Vous voyez ? Il n'y a plus de cadeaux qui spawnent. Cependant, ceux qui ont déjà spawné continuent d'alimenter le compteur de cadeaux perdus, ce qui n'est pas vraiment juste, puisque on ne pouvait plus aller les récupérer. Ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que, quand le game over apparaisse, certes, les cadeaux ne spawnent plus, mais ceux qui étaient dans le ciel disparaissent automatiquement. On va donc revenir dans notre condition cadeau perdu supérieur à 10. Non seulement on fait apparaître le game over, mais en plus de ça, on va ajouter comme action cadeau, destroy, et la même pour le bonbon. Refaisons un petit test. Et ça a marché, ils ont disparu automatiquement. Là, le jeu commence vraiment à prendre forme. Mais il va être temps de faire un petit peu de polish. Déjà, on peut faire du tri dans nos événements, parce que là, c'est un petit peu rangé n'importe comment. Je vais vous montrer comment on peut les classer en faisant des groupes. Faites un clic droit sur votre event sheet et choisissez Add Group. On peut faire un groupe qui s'appelle Destruction Objet. Et là-dedans, on va mettre tous les événements relatifs à la destruction des objets. Vous pouvez en sélectionner plusieurs en cliquant sur un événement, en maintenant la touche Mage, et en cliquant sur les autres. Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer, rester maintenu et déplacer dans Destruction Object. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous voyez, vous pouvez le plier, le déplier, ce qui vous rend le truc un petit peu plus lisible. Comme c'est quelque chose d'important, on va le déplacer au-dessus des conditions de fin. On va faire un autre groupe qui s'appelle Spawn Object. Faites les groupes un peu comme vous voulez, ce qui vous paraît le plus logique et simple. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu mieux rangé. Maintenant, passons au polish sur notre projet. Déjà, tous nos points de spawn, maintenant qu'on sait qu'ils fonctionnent, on n'a plus forcément besoin de les rendre visibles, puisque les petits carrés blancs, c'est pas très beau. Encore une fois, sélectionnez-les tous en appuyant sur Mage, et allez choisir dans Propriétés, Initial Visibility, et mettez-les en invisible. Faites la même chose pour votre petit trigger rouge, et ils n'apparaîtront plus dans le jeu. Un petit point qui serait intéressant de faire, c'est que là, notre joli petit Rudolph, eh ben, il est un peu stoïque, il est pas animé. Ça pourrait être sympa de lui mettre une petite animation idle. Pour ce faire, ouvrez l'éditeur de sprite, et ici vous devriez avoir une petite barre qui s'appelle Animation Frames. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez dupliquer la première animation, en faisant clic droit Duplicate, et sur la deuxième frame que vous venez d'obtenir, allez chercher l'animation que je vous ai fournie, qui se trouve dans Sprite, Animation Ren, et vous allez chercher la deuxième frame, qui s'appelle 001. Et vous allez voir, si vous cliquez entre le premier et le deuxième, il y a un léger petit changement, ce qui va nous donner une animation. Pour toucher un petit peu aux propriétés de cette animation, vous allez aller dans l'autre fenêtre qui s'appelle Animation, cliquez sur celle qui s'appelle Default, normalement c'est celle par défaut. Ici nous avons sa vitesse, 5, qui est honnête, mais c'est surtout l'option Loop qui nous intéresse. On a envie que notre petit Rudolph ne fasse pas son animation qu'une fois, qu'il sautille un petit peu en permanence. Donc vous allez la passer en Yes. Donc ça c'est un début. Mais on a un autre petit problème, c'est qu'on aille à gauche ou à droite, Rudolph regarde toujours vers la droite. Ce qui est pas terrible. Ça serait bien de faire en sorte qu'il regarde dans la direction dans laquelle on se rend. Vous allez donc faire un petit clic droit sur votre layout, insérer un nouvel objet, et aller chercher ici un objet un peu spécial qui s'appelle Keyboard. En gros, Keyboard, c'est un nouvel objet qu'on va intégrer à notre jeu qui nous permet de baser des événements sur des touches du clavier. Vous allez ensuite vous rendre dans Event Sheet. Maintenant que nous avons cette nouvelle possibilité d'interaction, nous allons cliquer sur Add Event, et maintenant vous allez voir Keyboard apparaître alors qu'il n'était pas là avant. Choisissez donc comme condition le clavier, et choisissez la condition qui s'appelle On Key Pressed. Et là vous allez choisir, en cliquant ici, la touche que vous voulez utiliser. Donc nous on va se pencher sur la direction à gauche. Donc prenez votre petite flèche qui va vers la gauche, appuyez, vous voyez ça se met à jour et ça met Left Arrow, validé. Maintenant on a comme condition, si j'appuie sur la flèche à gauche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va demander à notre petit Rudolph de passer en miroir, c'est-à-dire de s'inverser en horizontal. Donc mirror c'est parfait, et on va faire la même chose pour la croix à droite, et remplacer mirrored par not mirrored. Ce qui fait que quand on va appuyer à gauche, il va se tourner, et quand on va appuyer à droite, il va se retourner dans l'autre sens. Faisons un petit test. Vous voyez, maintenant on a notre petit Rudolph qui se dandine et qui regarde à gauche ou à droite en fonction de la direction dans laquelle
on se dirige. Je pense qu'il nous manque une dernière petite chose pour rendre le jeu un petit peu plus sympa. Des effets juicy. On va retourner sur notre layout et on va appliquer des particules quand nos petits cadeaux vont être ramassés. Pour faire des particules, c'est très simple. Vous n'avez qu'à faire un clic droit n'importe où sur l'écran, insérer un nouvel objet et choisissez l'objet Particles. Vous devriez avoir votre éditeur de sprite qui s'ouvre. Je vais vous montrer comment faire des petites particules. Choisissez une taille de, je sais pas moi, 25, c'est pas mal. Faites un rond. N'hésitez pas à zoomer pour y voir plus clair. Prenez ensuite la gomme et vous allez comme ça, mangez un petit peu, tac, votre petit rond, pour faire une sorte de petite étoile. Vous allez ensuite cliquer ici. Cette option sert à rogner tout l'espace vide en trop autour de votre sprite. Voici, vous avez votre petite particule. Vous allez fermer, et la voici. Ah! Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller l'interface, comme ça on sera tranquille. Voilà, vous avez votre petite particule. Mais là, dans les faits, quand je vais lancer le niveau, vous allez voir que c'est pas franchement l'effet escompté. Pour faire une particule qui nous plaît un petit peu plus, je vais vous donner mes astuces. Vous cliquez sur votre particule et vous appliquez les différents paramétrages que vous voyez ici dans Properties. Ah bah voilà, là on a une petite explosion d'étoiles. On va donc appliquer cette petite explosion d'étoiles à la destruction des cadeaux. Placez votre particule sur la droite de l'écran avec les deux autres pour pas qu'ils nous gênent, pour pas qu'ils apparaissent dans notre écran. Allez dans l'Event Sheet, et ici, nous allons retourner dans Destruction d'objets. Vous voyez, quand on détruit un objet, on compte le score, et ce qui serait bien, c'est qu'on ajoute nos petites particules ici. Vous allez cliquer sur Add Action, sélectionner le cadeau, et vous dirigez sur la fonction Spawn Another Object, et ici nous allons choisir notre particule. On va faire la même chose pour le bonbon. Voici, il est temps de tester. Ça marche, on a donc notre petite particule qui apparaît bien quand on détruit les cadeaux. Maintenant, on va rajouter un autre type d'effet juicy, le son. Et oui, parce que là, notre jeu est complètement silencieux et c'est un peu triste. Pour ce faire, je vais vous inviter à cliquer ici, sur Projects. Là-dedans, vous avez tous les objets qu'on a créés jusqu'à présent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Sound et musique. Dans Sound, vous allez faire un petit clic droit et faire Import Sounds. Et vous allez choisir le petit son que je vous ai préparé qui s'appelle collect.wave. Vous l'importez et dans Musique, vous allez faire un clic droit et importer la musique de Noël libre de droit que je vous ai choisie. Maintenant que ces deux éléments sont importés, nous allons revenir dans le layout et faire comme avec le keyboard tout à l'heure, insérer l'objet qui nous permet de faire des événements de son. Audio ça s'appelle. Une fois que c'est fait, revenez dans l'Event Sheet, et ici, on va attribuer un petit son quand on ramasse un cadeau. Encore une fois, Add Action, on choisit la catégorie audio, et dans Général, vous allez choisir l'action Play. Là, parfait, il nous a mis automatiquement sur Collect. On veut pas que ça loupe, on veut juste que ça soit un son qui se fasse une fois. Et en termes de volume, moi je vais mettre moins 10 décibels, parce que je crois que le son est quand même un petit peu fort. Et je vais l'appliquer donc quand le joueur touche le bonbon et quand le joueur touche le cadeau. Mais c'est pas suffisant, moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait aussi une petite musique d'ambiance. La petite musique d'ambiance, il va falloir la déclencher à un certain moment, c'est-à-dire quand on va lancer le jeu. On va donc ajouter un nouvel événement dans System qui s'appelle On Start of Layout. Une fois qu'on a notre condition de prête, on va ajouter une action dans Audio et on va lui demander de faire comme tout à l'heure, Play, mais cette fois-ci, on va choisir notre petite musique de Noël. Moi, je vais mettre moins 20 décibels pour pas que ça soit trop puissant. Hey, notre petite musique de Noël a l'air de fonctionner! Mais il nous reste une dernière petite chose à faire pour que notre jeu soit vraiment agréable. Là, actuellement, quand on a eu un game over, il faut faire F5 ou relancer le jeu pour pouvoir refaire une partie. Ce qui serait bien, c'est qu'on attribue une touche pour relancer le jeu une fois qu'on a perdu. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici, dans la condition de fin de game over, et nous allons ajouter un sub-event en faisant un clic droit, ajouter blank sub-event. On va double-cliquer et nous allons choisir dans le keyboard une touche sur laquelle appuyer pour recommencer le jeu. On key pressed, et là je vais choisir entrée, donc il n'est pas possible de taper entrée sur le clavier, il faut aller le chercher ici, puisque c'est une touche un peu spéciale. Et une fois que on a atteint les 10 cadeaux perdus et qu'on appuie sur entrée, ce qu'on aimerait c'est que le layout recommence. On va donc aller dans System, et on va chercher dans Général l'option Restart Layout. Voyons voir si ça fonctionne.
on arrive à 10 cadeaux perdus, nous pouvons appuyer sur entrée. Ah, intéressant. Vous voyez, on relance le layout, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, les cadeaux ne respawnent plus, tout simplement parce que notre compteur de cadeaux reste à 10, et notre score n'a même pas été remis à 0. Il va falloir qu'au début du layout, on indique à toutes les variables de retomber à 0. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va retourner donc dans la condition onStartOfLayout et on va ajouter l'action suivante dans système setValue et on va demander à cadeau perdu de retomber à 0. Pareil pour le score. Testons. Game over, on va appuyer sur entrée. Et voilà, là le jeu recommence comme il faut avec tout de réinitialisé. Et c'est tout pour ce petit tuto, vous avez l'essentiel. Maintenant, vous pouvez rajouter quelques trucs pour personnaliser le jeu et le rendre plus difficile. Dans la version que je vous ai donnée, j'ai mis des paliers pour faire accélérer le jeu et la vitesse des cadeaux. À partir d'un certain score, ça devient plus difficile. Et je vous ai aussi fourni quelques éléments, comme des sprites spéciaux d'éclairs et du player en format électrique. Comme ça, vous pouvez rajouter un nouvel objet qui spawn dans votre jeu, qui est lui un malus et non un bonus, histoire de pimenter un petit peu le truc et de varier les situations de gameplay. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel de mini-jeu de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous montrer comment faire d'autres types de jeux, comme des platformers, des puzzle games ou je ne sais quoi. Mais normalement, vous devriez avoir toutes les bases avec vous pour vous lancer tout seul. Si vous avez envie de lancer votre projet de jeu indépendant, même si c'est tout petit, eh bien allez-y, vous avez les clés, à vous de jouer. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve en 2018. D'ici là, restez cool et à la prochaine.